Sylvie Goulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre des Armées depuis le 17 mai dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Merci d'accorder une de vos premières apparitions dans les médias au talk stratégique Le Figaro. Ministre des Armées, je le disais, vous succédez à Jean-Yves Le Drian, qui était lui ministre de la Défense. Pourquoi ce changement de dénomination du ministère ? Le changement de dénomination ne change rien au périmètre d'action du ministre. C'est la volonté du président de la République, d'abord, je crois, pour des raisons historiques, de renouer avec un nom qui était conforme à sa vocation de chef des armées. Et puis c'était aussi l'idée, je crois, d'insister sur les hommes et les femmes, civils et militaires d'ailleurs, qui composent le ministère, plus que sur la mission de défense, bien sûr, qui est la mission de nos armées, mais qui peut amener les militaires à se trouver, par exemple, en opération extérieure. La défense, un univers que vous connaissiez assez peu, vous me direz si je me trompe, mais depuis le 17 mai, vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes allé au Mali avec le président Emmanuel Macron, vous avez rencontré vos homologues, vous êtes à la rencontre des forces, notamment en Sentinelle. Qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a frappé dans cet univers que vous découvrez ? Alors effectivement, c'est un univers que je découvre, mais je crois qu'il est bon aussi d'apporter un regard un peu neuf dans une fonction, tout en ayant mon expérience internationale. Effectivement, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'extraordinaire qualité de nos forces. Le président m'a emmené à Gao dès le premier jour après ma nomination. Donc là, ce sont des forces françaises qui sont au Sahel, au centre du Mali, dans des conditions de vie extrêmement difficiles, pour lutter contre le terrorisme avec les pays de ce qu'on appelle le G5 Sahel, qui est une volonté d'encourager les pays de la zone, de la Mauritanie au Tchad, en passant par le Burkina Faso, le Mali, le Niger, de se prendre en main. Et donc nous apportons, avec d'autres Européens aussi, une mission des Nations Unies, mais la France étant le bastion le plus avancé et prenant le plus de risques, nous apportons un savoir-faire pour lutter contre le terrorisme, parce que nous savons très bien que cette zone, qui est d'ailleurs gangrénée par des trafics divers, est une zone par laquelle peuvent passer des terroristes qui après se rendraient en Libye et deviendraient opérationnels sur le territoire national. Précisément, vous le disiez il y a quelques jours, votre première priorité, la sécurité des Français. Il y a quelques jours, 3 de nos ressortissants ont été tués dans l'attaque de Londres. Avant-hier, c'est une attaque qui visait un policier sur le parvis de Notre-Dame. La France a pris le parti de mettre en place un dispositif, un continuum capacitaire avec une opération Sentinelle sur le territoire et puis des opérations extérieures au Sahel, au Levant, pour traquer les djihadistes, je dirais, à la source. Est-ce que ce dispositif, tel que vous commencez à l'appréhender, est adapté ? D'abord, c'est un dispositif qui essaye, en tout cas, de s'attaquer aux problèmes dans toutes ses dimensions. Et vous avez eu raison d'insister sur un point, c'est que la priorité du gouvernement d'Édouard Philippe et du président Macron, c'est la sécurité des Français. Mais cette sécurité dépend de phénomènes qui peuvent se trouver assez loin de nous et d'une coopération avec d'autres pays aussi européens, comme on l'a vu, des Français peuvent être frappés dans d'autres pays. Donc ce que nous essayons de faire, c'est d'éradiquer autant que possible. Vous avez parlé du Levant, donc de l'Irak et de la Syrie, dans cette zone-là, d'éviter que Daesh continue à avoir un terrain d'entraînement, des ressources, un territoire. Au Sahel, c'est un petit peu différent. Nous y étions intervenus, c'était d'ailleurs le mérite du président de la République précédent, pour stopper l'arrivée de troupes djihadistes sur Bamako. Et maintenant, nous y sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour empêcher les terroristes également d'avoir ce terrain d'action. Et puis il y a l'opération Sentinelle qui consiste sur le territoire national à assurer au quotidien dans les centres commerciaux, dans les rues, dans les lieux touristiques, cet été sur les plages et sur nos côtes, la sécurité des Français et des touristes qui se trouveront là. La vraie difficulté, et c'est aussi pour ça que le président de la République a pris une initiative importante d'améliorer la coordination des services de renseignement. Pour pouvoir agir, vous avez à détenir des informations sur des groupes qui sont à la fois actifs chez nous, mais qui via Internet reçoivent parfois des ordres ou des indications de l'étranger. Donc il faut que les services
qui travaillent au plus près du renseignement, obtiennent des informations, les croisent avec des services de pays amis, de manière à essayer autant que possible, mais c'est une œuvre de longue haleine et difficile, d'assurer au maximum la sécurité des Français. Des attentats ont pu être déjoués grâce à cela. Le ministère des Armées, vous-même, serez pleinement partie prenante de cette task force que le président de la République vient d'installer à l'Élysée hier. Oui, parce que l'idée, c'est que nous devons aux Français que les militaires et les policiers travaillent de mieux en mieux ensemble. Je crois que, malheureusement, depuis les attentats, des progrès énormes ont déjà été faits parce que les circonstances y ont poussé. Le temps de tout type de guerre de chapelle est complètement terminé. Et d'ailleurs, je crois que petit à petit, ces cultures s'interpénètrent. Et c'est encore une fois très important parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui est appréhendé dans un quartier en France ou d'ailleurs à Londres sur la base d'informations qui auront été recueillies par des services militaires à l'extérieur sur des terrains d'opération. Par exemple, les forces spéciales qui sont à l'œuvre, enfin tous les gens qui travaillent, toutes les personnes qui sont sur le terrain ont pour vocation de récupérer des choses aussi basiques que des téléphones portables dans lesquels on voit quels sont les appels qui ont été passés. Vous avez mis, Sylvie Goulard, au deuxième rang de vos priorités la condition des militaires. Ce qui peut surprendre ceux qui connaissent mal précisément cette condition des militaires, ce qui surprend moins lorsque l'on sait que les militaires sont extrêmement sollicités. Certains passent plus de 220 jours par an hors de chez eux, en opération intérieure ou extérieure. Est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce qu'il y a, je dirais, menace sur le moral de nos armées? Écoutez, quand des personnes risquent leur vie, qu'elles risquent leur vie dans des théâtres d'opérations extérieures. Je pense aussi bien aux hommes au sol qu'à nos aviateurs, aux marins qui les assistent. Quand des personnes sont, on l'a vu ces derniers mois, dans des situations, on l'a vu à l'aéroport d'Orly, on l'a vu au Louvre, on l'a vu devant Notre-Dame, sont la cible directe, que ce soit des policiers ou des militaires, sont la cible directe de terroristes. Il est évident qu'ils ne font pas, je dirais, un métier comme tout le monde. Ils servent le pays d'une manière admirable, ils sont soumis à un stress et à des contraintes qui sont absolument terribles. Ils le font d'ailleurs avec beaucoup de dévouement et même, je dirais, d'engagement. Donc, c'est pas qu'ils se plaignent, mais je pense que la moindre des choses qu'on puisse faire pour eux, c'est d'essayer autant que possible de leur faciliter la vie, pour leur famille. Il y a aussi des femmes, donc ça peut être parfois des épouses, ça peut être parfois des époux qui ont besoin aussi d'avoir des temps où ils retrouvent leur conjoint. Il y a la question du logement qui est très compliquée pour des militaires dont la solde n'est pas forcément très élevée quand ils arrivent par exemple en région parisienne, qu'ils reviennent en administration centrale, à Ballard. Donc ce sont peut-être des choses qui ne sont pas grandioses, mais ce que j'espère, c'est que petit à petit, encore une fois, on ne peut pas promettre de tout changer du jour au lendemain, on arrive à traiter certains des problèmes très pratiques que rencontrent ces familles, de manière à ce qu'ils soient au moins déchargés de tracas qui ne sont pas à la hauteur de la mission qui est la leur. Donc ça, c'est une des choses que j'aimerais arriver à faire effectivement pendant mon mandat. Dans votre ADN personnel et politique, tout le monde le sait, il y a l'Europe. Et c'est donc pas étonnant que vous ayez mis l'Europe de la défense ou la défense de l'Europe, vous nous disiez que vous hésitiez sur les termes, parmi vos priorités. Est-ce que, selon vous, dans cette constellation européenne, les astres, pour une fois, sont suffisamment alignés pour laisser espérer qu'enfin, on avance sur ce chantier de l'Europe de la défense, sur lequel vous êtes, et vous-même et le président de la République, extrêmement motivés? Alors oui, d'abord, c'est ce que je voulais rappeler pour commencer. Emmanuel Macron a été élu après une campagne dans laquelle il a eu un discours très engagé, mais aussi, je crois, un discours de sincérité vis-à-vis des Français sur le fait que la souveraineté, on peut la sacraliser dans une forme qui est celle du passé, mais si on veut la récupérer effectivement, on a à agir avec des partenaires dont, encore une fois, nous partageons les valeurs. Plus nous pourrons travailler avec des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et d'autres, et d'ailleurs il y en a d'autres qui ne sont pas sur le continent européen, mais pour en rester aux Européens, plus nous travaillons avec des démocraties qui peuvent nous aider à traquer des terroristes qui veulent venir tuer chez nous, je crois, mieux c'est. Et ça, les Français peuvent le comprendre. Aucun pays ne peut tout seul recueillir toute l'information dont il a besoin. Aucun pays ne peut s'isoler du reste du monde et penser être en sécurité. Donc c'est un impératif d'efficacité qu'il y a derrière ça.
Après, effectivement, ça fait des années qu'on parle d'Europe de la défense. Il faut avoir l'humilité d'admettre qu'on ne l'a pas faite. On en a parlé, on l'a évoqué, et puis ça s'est ensablé dans des routines ou dans des questions. Alors, aujourd'hui, effectivement, je ne sais pas si les astres sont alignés, mais en tout cas, il y a un certain nombre de phénomènes concomitants. Il y a pour la première fois une incertitude assez préoccupante sur l'attitude des États-Unis. Mais là, je reviens de Singapour, les Américains veulent aussi contrôler leur façade pacifique. Donc, je dirais que, de toute façon, l'idée qu'un jour les Américains pourraient se désengager d'Europe n'est pas une idée totalement nouvelle. C'est la raison pour laquelle les Français, depuis des décennies, se battent pour que, dans le respect de l'Alliance Atlantique, mais nous arrivions à développer des moyens autonomes. Il y a un grand changement en Allemagne, un travail a été fait, je rends hommage à Mme von der Leyen qui l'a porté depuis déjà plusieurs années, consistant à faire un livre blanc, c'est-à-dire une réflexion stratégique. La décision a été prise, Wolfgang Schäuble la porte, d'augmenter le budget de la défense en Allemagne. Il y a la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne qui va lever certains verrous. Personnellement, je le déplore, mais au moins l'un des effets sera que les Britanniques ne pourront plus s'opposer à l'intérieur de l'Union européenne à certains travaux. Et puis surtout, nous affrontons ensemble, j'insiste là-dessus, des défis communs. Le terrorisme a frappé Stockholm, Copenhague, Berlin, Bruxelles, Londres. Il peut frapper n'importe où demain, donc ça je crois que nos partenaires en sont conscients. On ne peut pas être neutre face à Daesh. Deuxièmement, il est clair que nous avons ensemble à contrôler nos frontières communes, car des flux migratoires importants, liés à des guerres, liés à de l'instabilité, liés peut-être un jour au climat, peuvent amener chez nous des personnes que nous ne serions pas en mesure d'accueillir. Et puis, nous avons la montée en puissance dans le monde plus lointain de pays comme la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord qui est dotée d'une capacité nucléaire, qui nous invite à la vigilance, à la fois pour défendre nos intérêts économiques. Quand la France sillonne la mer de Chine avec ses bateaux, c'est pour montrer que l'Union européenne veut défendre des voies commerciales libres. Quand nous sommes dans certaines autres parties du monde pour défendre le climat, comme le président de la République l'a fait d'ailleurs après les déclarations de Donald Trump, il y a une dimension stratégique dans la lutte climatique. Ça peut paraître lointain, mais ça peut prévenir des problèmes qui, à la fin, frapperont le territoire national. Hier, mercredi, la Commission a annoncé la création d'un fonds européen de défense qui permettrait de mobiliser des financements importants pour les investissements de défense. Vous y voyez un signe encourageant ? Oui, je crois qu'il y a un vrai changement culturel qui est en train de s'opérer à Bruxelles et que nous devons saluer. C'est le mérite de la Commission Juncker de porter ce sujet. Ça a été accéléré après le vote du Brexit l'année dernière par les chefs d'État et de gouvernement à Bratislava. Et donc nous abordons maintenant pour la première fois une phase dans laquelle on commence à parler de manière beaucoup plus concrète. Ce fonds devrait permettre de faire de la recherche ensemble. Pour le moment, les États européens dépensent des sommes qui ne sont pas négligeables quand on les met ensemble, mais qui sont finalement insuffisantes parce qu'elles sont éclatées pour la recherche. Et il faut savoir aussi que la recherche a souvent des bénéfices civils et militaires. Donc, jusqu'à présent, il y avait une espèce de tabou sur le militaire, donc c'est un élément important. Ensuite, il y a un volet capacitaire, c'est-à-dire qu'à terme, il est souhaitable que nous achetions des matériels en concertation les uns avec les autres, ce qui oblige de casser certaines routines, certaines facilités industrielles aussi, je l'assume. Si nous voulons faire l'Europe de la défense, il va y avoir des restructurations à opérer, il va y avoir à faire des choix qui sont des choix de compatibilité et à terme de souveraineté augmentée, mais qui pourront passer dans un premier temps pour des choix aboutissant à privilégier des consortiums dans lesquels les Français ne seront pas toujours leaders. Bien évidemment, nous défendrons autant que possible les intérêts français, c'est évident. Mais je crois qu'il faut comprendre que si on entre dans un jeu collectif, on entre dans une autre logique. Et qu'à terme, encore une fois, nous en cueillerons les fruits. Alors que si nous nous replions sur des visions extrêmement étriquées, petit à petit, la compétence finirait peut-être par se réduire parce que les moyens sont considérables. Il faut voir que la Chine ou les États-Unis disposent de budgets de défense qui sont très nettement supérieurs aux nôtres. Madame la ministre, parlons un peu de budget, une question cruciale. À moyen long terme, le candidat et le président Macron ont évoqué la perspective des 2% du PIB en 2025. Cet objectif fait-il partie de votre feuille de route ?
Première question. Deuxième question, à beaucoup plus court terme, pour l'année 2017, des arbitrages sont en cours. Et vous connaissez la sensibilité de certains acteurs de la défense face à tout ce qui pourrait s'apparenter comme une remise en cause de cette remontée en puissance des moyens de la défense telle qu'on la connaît depuis 2 ans. Est-ce que sur ces 2 points, vous pouvez être rassurante? Alors tout à fait. D'abord, l'objectif des 2%, le président de la République l'a énoncé dans un discours qu'il a fait au mois de mars, lorsqu'il était candidat. Il n'a pas intitulé pour rien mon ministère ministre des Armées, il est chef des Armées. Il a repris cet engagement. J'étais présente à l'OTAN à la fin du mois de mai en présence de Donald Trump, de la chancelière allemande et de tous les partenaires. Donc c'est l'objectif de ce gouvernement, c'est de porter le budget de la défense à 2% d'ici 2025. Deuxièmement, comme vous l'indiquez, ça suppose une montée en puissance. Je tiens à rappeler peut-être qu'on avait eu aussi une décélération considérable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des choses qui ont été déconstruites dans le ministère. Il y a des programmes qui n'ont pas été effectués, il y avait des forces qui ont été réduites, il y a des bases aériennes qui ont été fermées, il y a des équipements qui n'ont pas été achetés. Donc quand vous inversez la tendance, il est effectivement extrêmement important de voir comment vous recréez ces marches. Et ça n'est pas une question simple. Et évidemment, je discuterai, j'en ai déjà parlé au Premier ministre, j'en parlerai avec le ministre de l'Action et des Comptes publics. Nous devons voir comment nous combinons cet objectif, sur lequel il n'y a aucun doute, avec les effets de politique qui, pendant des années, ont été restrictives, où il y a eu un rattrapage, mais un rattrapage assez... je dirais, artisanale, de certaines conclusions de conseils de défense n'ayant pas été introduites dans la loi de finances. Bon, il y a de la technicité budgétaire avec laquelle je ne veux pas ennuyer les auditeurs. Ce qui est certain, c'est que il n'y a pas eu, depuis que je suis ministre, de décision de gel ou de réduction du budget 2017. Il y a eu auparavant, par l'équipe précédente, des mesures qui sont assez classiques de gel et de réserve, dont nous allons... 2,6 milliards. Donc ce n'est pas du tout une somme négligeable, 2,6 milliards. Et ce qui est certain, c'est que je me battrai pour 2 choses. Je me battrai d'abord pour que le coût des opérations extérieures et de Sentinelle soit bien pris en compte. C'est le moins qu'on puisse attendre de la nation quand elle expose ses enfants. La deuxième chose, c'est que nous avons absolument besoin de certaines dépenses de protection qui sont liées à la menace terroriste, protection de nos installations, protection de nos troupes, blindage de certains... Donc nous voudrions utiliser ce concept qu'Emmanuel Macron a beaucoup utilisé dans sa campagne. L'État est censé protéger, il est censé protéger au premier chef ceux qui protègent le reste de la nation. Et avec ça, nous allons rentrer dans des discussions budgétaires. J'essaierai d'être quelqu'un de responsable. Je m'occupais de finances auparavant au niveau européen. Je sais la contrainte qui pèse sur le gouvernement. Et donc ces négociations doivent se faire avec un esprit très combatif pour la défense. Mais il ne faut pas oublier l'équipe France. Et l'équipe France, sous la responsabilité d'Édouard Philippe, doit aussi assurer sa crédibilité. Parce que le président de la République était allé voir Mme Merkel, mais a dit aussi aux Français, surtout l'essentiel, ce sont les Français, qu'ils voulaient restaurer leur crédibilité. Nous atteignons des niveaux de dette qui avaient été dénoncés par un certain nombre de rapports et aussi par certains candidats à l'élection. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que nous avons un effort de remise à flot des finances publiques, dans lequel la défense conservera bien évidemment un caractère tout à fait prioritaire, mais ça amènera des arbitrages douloureux sur lesquels je ne veux pas anticiper. C'est la responsabilité du Premier ministre et c'est aussi la responsabilité du Parlement. Nous mettrons en chantier une nouvelle loi de programmation militaire avec les parlementaires. Il faut bien se rappeler que dans la Constitution de la Ve République, c'est le Parlement qui vote la loi de finances. Sylvie Goulard, merci. Merci à vous.